Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la théorie libertarienne, parce que c'est une théorie que j'apprécie énormément pour son approche logico-déductive. C'est-à-dire qu'elle part de certaines prémices, donc en l'occurrence l'éthique d'argumentation, le principe de non-agression, etc. Donc en gros le respect du consentement. Et ensuite, à partir de là, elle en fait des déductions logiques et elle arrive à certaines conclusions. Et donc ça, c'est une approche que je trouve extrêmement importante et que j'essaie aussi d'adopter. Moi, je suis pas d'accord sur les prémices de la théorie libertarienne, mais par contre, je suis absolument d'accord sur l'importance d'avoir une approche logico-déductive et rationnelle. Parce que le danger, quand on réfléchit sur la politique, sur la philosophie politique, etc., c'est qu'on peut très vite tomber dans les thèses qui nous arrangent, plutôt que d'adopter les thèses qui sont rationnelles et logiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut vite avoir tendance à défendre, par exemple, à être de gauche parce que c'est dans nos intérêts, ou alors à être de droite parce que ça serait aussi dans nos intérêts, enfin parce que ça serait l'intérêt d'une autre personne. En tout cas, c'est vraiment un risque important en politique. Le fait d'être tiré inconsciemment ou consciemment vers ses intérêts personnels. Et ce qui est vraiment louable, je trouve, dans la théorie libertarienne, c'est qu'en tout cas, elle essaie d'être le plus rationnel possible et le plus logique possible. Et d'ailleurs, de ce fait, elle confronte ses arguments et son raisonnement à la critique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas libertarien peut tout à fait dire, sur ce point-là, il y a une erreur logique. Et il peut confronter ensuite ce contre-argument aux arguments des libertariens, etc. Donc en tout cas, je trouve que c'est une théorie qui est extrêmement saine, et cette approche logico-déductive, c'est également une approche que j'essaie d'adopter, même si, encore une fois, je ne suis pas d'accord sur les prémices de la théorie libertarienne, et moi j'adopte une autre prémisse, mais en tout cas sur la démarche, j'essaie de prendre la même démarche. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que les libertariens sont parfaitement objectifs et seulement rationnels. Je pense que comme tout le monde, il y a des libertariens qui peuvent adopter la théorie libertarienne par intérêt. Je vais peut-être être un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on se doute que la théorie libertarienne, elle a, comment dire, si elle était appliquée, elle serait avantageuse pour ceux qui payent des impôts, puisqu'ils n'en paieraient plus, et elle serait désavantageuse pour ceux qui profitent des impôts. Donc à partir de là, on sait que parmi les libertariens, il y a probablement certaines personnes qui le sont, consciemment ou non, par intérêt. Mais en tout cas, la démarche, on va dire, officielle de la théorie libertarienne, c'est une démarche purement rationnelle et logique. Donc moi c'est ça que je trouve très intéressant, et que je pense que c'est une démarche que toutes les théories politiques devraient adopter. Bref, après cette petite introduction sur la théorie libertarienne, j'en viens à ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, à savoir la définition de la propriété privée selon la doctrine libertarienne. Ce que je veux essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a des incohérences dans la définition de la propriété privée telle qu'elle est défendue par les libertariens. Encore une fois, je pense que la doctrine libertarienne, la théorie libertarienne, elle est cohérente dans son ensemble si on accepte les prémices. Donc moi, je conteste pas du tout la cohérence de la théorie libertarienne dans le raisonnement global. Je conteste simplement la définition actuelle de la propriété privée, mais je pense que c'est tout à fait possible de la redéfinir légèrement pour redonner de la cohérence à cette définition. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous donner la définition actuelle de la propriété privée selon la doctrine libertarienne, notamment de Murray Rothbard et Hans Hermann Hoppe. Donc selon cette doctrine, c'est le droit de contrôle exclusif sur ce qui a été légitimement acquis, c'est-à-dire par la primo-acquisition, par la production directe, par le don ou par l'échange volontaire. Donc je le répète, selon la doctrine libertarienne, la propriété privée, c'est le droit de contrôle exclusif sur ce qui a été légitimement acquis, c'est-à-dire par la primo-acquisition, par la production directe, par le don
ou par l'échange volontaire. Si on voulait un petit peu simplifier cette définition, puisque il est vrai que à l'heure actuelle, il y a assez peu de primo-acquisition, il y a assez peu de production directe, et il y a aussi assez peu de dons. Il y a quand même pas mal de dons avec les héritages, etc. Mais globalement, on va dire que la plupart de nos propriétés, c'est issu de l'échange volontaire. C'est-à-dire que la plupart des gens obtiennent leurs revenus au travers d'un salaire ou de leur capital, et ensuite ils achètent des choses avec le salaire qu'ils ont obtenu. Donc en fait, ils sont passés par l'échange volontaire. Ils n'ont pas directement produit leurs marchandises, ils n'ont pas fait de la primo-acquisition et rarement du don. Même si le don, encore une fois, c'est quand même un peu plus présent que la production directe et la primo-acquisition dans les sociétés actuelles. En tout cas, pour simplifier un petit peu la définition, on peut dire que, selon la théorie libertarienne, la propriété privée, c'est la souveraineté exclusive sur ce qui a été acquis par l'échange volontaire. Et d'ailleurs, c'est vraiment sur l'échange volontaire que je veux montrer qu'il y a des incohérences. Je vais faire un petit peu abstraction des autres types d'acquisition légitime. Donc, si on se concentre sur l'acquisition par l'échange volontaire, déjà, ce qui est important de bien souligner, c'est que ça signifie que l'individu aurait un droit de propriété sur le prix de ses marchandises, c'est-à-dire qu'il serait propriétaire du revenu généré par la vente de ses marchandises. Je le dis encore autrement, mais si un individu vend une marchandise qu'il a produite, par exemple, à un prix X, et selon la théorie libertarienne, les X euros générés par cette vente lui appartiennent. Donc, c'est pour ça que je dis que, selon cette théorie, le droit de propriété porte sur le prix des marchandises, vendues par l'individu. Il serait propriétaire du revenu généré par la vente de ces marchandises. Et donc, rappelons à ce stade que la base de la théorie libertarienne, c'est le respect d'autrui, et notamment le respect du consentement. Et donc là, on a quand même un problème, parce que l'échange volontaire, la vente d'une marchandise, même si elle peut respecter, en tout cas de manière formelle, le consentement, c'est-à-dire l'adhésion à l'échange de celui qui achète, il peut malgré tout y avoir des mensonges et des manipulations de la part du vendeur. Par exemple, il peut mentir sur les caractéristiques de son produit, sur les qualités du produit, etc., pour pouvoir obtenir l'achat de la personne en face. Si on prend par exemple la vente d'une voiture d'occasion, ça peut arriver fréquemment que le vendeur cache des problèmes que la voiture a eus en ne le disant pas, ou alors en minimisant ce qui s'est passé, etc. Voire même en trafiquant, je sais pas, le compteur pour baisser le nombre de kilomètres de la voiture ou des choses comme ça. Bref, je sais pas si c'est forcément le meilleur exemple, mais en tout cas, on peut avoir de l'escroquerie, c'est-à-dire que l'échange volontaire, c'est pas la garantie que le consentement de l'acheteur a été éclairé. Parce que le vendeur peut mentir sur plein de choses, peut manipuler, peut utiliser de la tromperie, etc. Et donc à ce stade, c'est quand même problématique, je trouve, voire contradictoire, d'associer propriété privée à une acquisition qui se serait faite par de la tromperie, par de l'escroquerie. Après, c'est vrai, je pense que certains libertariens peuvent défendre que la tromperie, l'escroquerie n'est pas une violation du droit naturel, parce que effectivement, c'est simplement de la manipulation, et il n'y a pas eu de coercition, il n'y a pas eu d'agression, de menaces, etc. Donc je pense que certains libertariens défendent que même si la personne a acquis une chose par une escroquerie, du moment que ça s'est fait dans le cadre d'un échange volontaire, du moment qu'il y a eu adhésion à l'échange, eh bien cette acquisition est légitime et donc atteste d'un transfert de propriété qui est normal. Malgré tout, je pense sincèrement que c'est quand même un petit peu fragile. Accepter que la propriété privée
puisse être justifié par l'escroquerie, ça me semble vraiment très limite. Mais bon, admettons. On va passer maintenant au deuxième problème, qui à mon avis est le problème le plus, enfin moi que je trouve le plus intéressant et à mon avis le plus important. Et avant ça, je vais encore une fois insister sur le fait que la définition de la propriété privée que je vous ai donnée là, c'est valable autant dans un monde libre, dans un monde libertarien, que dans un monde étatique. C'est d'ailleurs pour ça que les libertariens proclament que l'impôt c'est du vol. Ils proclament que l'impôt c'est du vol parce qu'il y a bien eu une propriété dans notre monde contemporain qui est un monde étatique, qui a été volée par l'État. Donc en fait, le vol, ça atteste de l'existence d'une propriété privée, et l'impôt, ça atteste de l'existence d'un État. Donc en fait, tout ça pour vous dire que la définition libertarienne de la propriété privée, c'est bien une définition qui est valable autant dans un monde libre que dans un monde étatique. Et ce qu'elle veut dire, c'est que dans un monde étatique, selon cette définition de la propriété privée, et ben ensuite on peut qualifier de vol, d'exploitation, de spoliation les appropriations qui se sont faites au travers de l'État, de la coercition étatique. Donc je vous dis ça, c'est pour d'emblée contrer le contre-argument de celui qui va me dire que la propriété privée telle que définie par les libertariens serait valable uniquement dans un monde libre. Non, évidemment pas. Elle est valable autant dans un monde libre que dans un monde étatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on qualifie d'expropriation les transferts de propriété qui se font par l'intermédiaire de l'État dans le monde actuel. Et encore une fois, je répète que dans la théorie libertarienne, une des conséquences majeures, c'est l'anarchisme, c'est-à-dire que les libertariens rejettent l'État sous toutes ses formes. Et donc là, on en arrive au cœur du problème, c'est-à-dire que l'intervention étatique, elle peut notamment amoindrir la concurrence et augmenter les prix de certaines marchandises. Par exemple, en réglementant l'entrée sur le marché, en exigeant certains diplômes, en exigeant la conformité à certaines réglementations, etc. Et donc, quand on amoindrit la concurrence, donc ça a un effet sur les prix, puisque ça affecte notamment l'offre. Donc ça a tendance à, quand il y a moins de concurrence, mécaniquement, il y a des prix plus élevés. Et donc, en fait, la conséquence de cette intervention étatique sur la concurrence, c'est des transferts de propriété entre certains producteurs qui vont profiter d'une concurrence moindre pour avoir un revenu supérieur, et les consommateurs qui vont subir cette moindre concurrence au travers de prix plus élevés. Donc il y a un transfert de propriété qui se fait entre certains producteurs et certains consommateurs, au détriment des consommateurs. Et je précise bien que ces transferts de propriété se font malgré le consentement des parties prenantes. C'est-à-dire que le consommateur, il va quand même consentir, à acheter telle marchandise, simplement il va la payer plus cher. Donc en fait, il y a un excédent dans le prix qu'il paye, il y a un certain excédent qui va être transféré au producteur en question grâce à l'État, enfin grâce ou à cause de l'État qui est intervenu et qui a causé des distorsions dans la concurrence. Quand j'avais été invité par Laurent de la chaîne Pour Ainsi Dire, j'avais utilisé l'exemple d'un dentiste, par exemple. Admettons un dentiste qui, dans un marché libre, gagnerait 5 000 € par mois, au travers des consultations qu'il fait payer à ses clients. L'État intervient sur le marché des dentistes à travers des réglementations, un numerus clausus, etc. Donc il limite le nombre de dentistes qui peuvent exercer, il exige de passer un concours, un diplôme, etc. Bref, il va limiter la concurrence. Et quand il fait ça, et peut-être que ça va permettre aux dentistes de augmenter le prix de ses consultations, ou du moins de ne pas les baisser,
Et peut-être qu'il va avoir un revenu de 10 000 € par mois au lieu de 5 000 € par mois. Donc peut-être qu'il va doubler, par exemple, le prix de ses consultations. Et donc en fait, il y a un transfert de propriété qui est fait des clients du dentiste vers le dentiste au travers à cause d'une consultation qui est 2 fois plus chère. Mais pourtant, on a bien un échange volontaire. Les clients du dentiste ont bien accepté de payer 2 fois plus cher la consultation. Donc il n'y a pas de... on est bien dans le respect du consentement, de l'échange volontaire, etc. Pour autant, c'est quand même problématique parce que, à mon sens, il y a quand même une intervention étatique qui a causé ce transfert de propriété privée. Et donc, si on se fie à la définition initiale libertarienne de la propriété privée, eh bien, le dentiste serait le légitime propriétaire de son revenu supérieur, donc il serait légitime propriétaire de ses 10 000 €, alors que dans un marché libre, il serait seulement propriétaire de 5 000 €, parce qu'il y a eu un échange volontaire, mais pour autant, il y a quand même eu une intervention étatique. Donc, je trouve qu'il y a une vraie incohérence à considérer comme faisant partie de sa propriété privée un revenu qui est dû à l'intervention étatique et qui a eu pour conséquence le transfert d'une propriété qui appartenait avant au consommateur vers le dentiste, simplement sous prétexte que l'échange serait formellement volontaire, alors qu'on a bien derrière ça l'intervention étatique. En gros, pour le dire simplement, cette définition, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tamponne comme légitime un transfert de propriété entre deux acteurs, alors que ce transfert s'est réalisé sous l'impulsion étatique, sous la coercition étatique. Donc à mon sens, il y a une incohérence sur ce point dans la doctrine libertarienne. Enfin, pardon, pas dans la doctrine libertarienne, dans la définition libertarienne de la propriété privée. Parce que, encore une fois, moi je conteste pas la cohérence de la théorie libertarienne. Je conteste simplement, alors la prémisse, mais c'est pas le sujet de la vidéo, je conteste la définition actuelle de la propriété privée qui est faite par les libertariens. Et je pense qu'il est tout à fait possible de rendre cette définition plus cohérente. Là, je vais juste donner mon avis, donc c'est vraiment, comment dire, je suis ouvert à tous les contre-arguments, etc. Mais je vais vous proposer, ce que je pense être une redéfinition qui permettrait de répondre à ces deux problématiques. La propriété privée, c'est le droit de contrôle exclusif sur ce qui a été légitimement acquis, c'est-à-dire par la primo-acquisition, par la production directe, par le don ou par l'échange volontaire, éclairé et concurrentiel. Donc, je répète, la propriété privée, c'est le droit de contrôle exclusif sur ce qui a été légitimement acquis, c'est-à-dire par la primo-acquisition, par la production directe, par le don ou par l'échange volontaire, éclairé et concurrentiel. Donc en fait, comme vous pouvez le remarquer, j'ai simplement ajouté les adjectifs éclairé et concurrentiel pour qualifier les échanges volontaires. Et je pense que de rajouter ces deux adjectifs permettent de répondre au problème de cohérence logique que j'ai évoqué juste avant. Quand on rajoute qu'un échange volontaire doit aussi être éclairé, ça évite le problème de l'escroquerie que j'ai évoqué, puisque en fait l'escroquerie, le principe même, c'est d'essayer d'obtenir le consentement de la personne, mais par la manipulation et la tromperie, donc sans que le consentement soit éclairé. Donc en fait, quand on dit que la propriété privée, elle ne peut être justifiée par une acquisition légitime, en l'occurrence par l'échange volontaire, seulement si cet échange volontaire est éclairé, ça permet d'éviter ce problème. Et quand on rajoute que l'échange volontaire doit aussi être concurrentiel, ça évite le problème qu'on a évoqué précédemment, donc par exemple avec le problème du dentiste, ça évite de considérer comme légitime un transfert de propriété qui se serait fait sous l'impulsion étatique en amoindrissant la concurrence. Parce qu'encore une fois, même si l'échange peut être entre deux individus formellement volontaires,
eh bien en fait cet échange volontaire, il peut se réaliser dans des conditions qui ont été dégradées par l'intervention étatique, notamment en réduisant la concurrence et donc en montant le prix au détriment des consommateurs et au profit de certains producteurs qui profitent de cette intervention étatique. Le problème, c'est que il est incohérent de considérer comme légitime un transfert de propriété qui s'est fait au travers de la coercition étatique. Je répète ce que je disais, je pense que si on rajoute au concept d'échange volontaire les adjectifs éclairé et concurrentiel, ça permet d'éviter ce genre de problématique et ça permet d'éviter non seulement de justifier la propriété privée par l'escroquerie et aussi de considérer comme légitime des transferts de propriété privée qui se sont faits au travers de l'intervention étatique, malgré un échange volontaire, mais dans un environnement concurrentiel dégradé. Donc du coup, avec cette nouvelle définition, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'individu n'aurait plus un droit de propriété sur le prix de ses marchandises. Il n'aurait plus un droit de propriété sur le revenu généré par la vente de ces marchandises. Puisque, encore une fois, la vente d'une marchandise peut se faire par l'escroquerie, et donc ça c'est problématique, ou la vente d'une marchandise peut se faire dans un environnement peu concurrentiel, voire monopolistique, grâce à l'intervention étatique. Et encore une fois, on ne peut pas considérer le producteur comme propriétaire d'un revenu qui a été créé par l'État, au détriment des consommateurs. Donc en fait, ce qu'on peut dire plutôt, c'est qu'avec cette nouvelle définition que je propose, l'individu aurait plutôt un droit de propriété sur l'utilité marginale de ses marchandises, ce qui suppose un achat volontaire, mais aussi éclairé, puisque l'acheteur, lorsqu'il est éclairé, lorsque son consentement est éclairé, ça veut dire qu'il a pleinement conscience de l'utilité que va lui rapporter la marchandise qu'il achète. Contrairement à un cas d'escroquerie où là, en fait, la manipulation fait qu'il n'a pas pleinement conscience de l'utilité que va lui rapporter la marchandise qu'il convoite. Et en plus de ça, l'individu n'aurait un droit de propriété que sur le coût marginal de ses marchandises. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas avoir un droit de propriété sur un prix qui est supérieur au coût marginal. Je m'explique. Dans un contexte concurrentiel, quand il n'y a pas notamment d'intervention étatique qui limite cela, et ben celui qui a un coût marginal qui est inférieur au prix entre sur le marché. Donc il perçoit la possibilité de faire un profit et il décide de réaliser ce profit en entrant sur le marché. Si on reprend l'exemple du dentiste, et ben un aspirant dentiste, s'il voit que son coût marginal pour une consultation à qualité similaire, etc., est inférieur au prix, et ben il rentre sur le marché. Et ça permet de faire baisser les prix des consultations. Et c'est du coup très intéressant pour les consommateurs. Donc en fait, de dire que l'individu aurait un droit de propriété sur le coût marginal de ses marchandises, mais pas plus, ça permet d'éviter la problématique qu'on a évoquée avec les distorsions de concurrence, notamment avec l'exemple du dentiste, et ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'expropriation dans le cadre d'un échange volontaire. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que conceptuellement, quand il y a une appropriation illégitime d'une propriété privée, mais que ça se fait en dehors de la coercition, là on est plus sur du vol. On est sur ce que Marx appelait de l'exploitation. Marx, il a plein de défauts, mais en tout cas, son concept d'exploitation, il est très intéressant, parce qu'il permet de nommer des situations où, malgré l'échange volontaire, il y a une expropriation, un transfert de propriété qui est illégitime. Et donc, du coup, là, on peut qualifier ça d'exploitation. Donc, au final, pour résumer ce que je dis, avec la nouvelle définition que je propose, l'individu aurait un droit de propriété sur le prix de ses marchandises, mais seulement si ce prix égalise à la fois l'utilité marginale et le coût marginal.
de dire ça, ça permet d'éviter que le prix soit supérieur à l'utilité marginale, notamment comme c'est le cas dans une escroquerie, ou qu'il soit supérieur au coût marginal, comme c'est le cas par exemple quand l'État intervient et crée des distorsions dans la concurrence. Donc je pense que cette nouvelle définition, elle est plus précise, en tout cas elle évite les deux problèmes que j'ai évoqués. Mais bien évidemment, je suis tout à fait ouvert s'il y a des connaisseurs de la théorie libertarienne. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à commenter, ça serait un grand plaisir. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici, et du coup je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.